L'image, effectivement, quand on passe en montagne, c'est souvent on rencontre des jeunes qui sont en montagne, mais en fait, ça, c'est une image, quoi. Et je pense que l'avenir est pas si serein que ça ici. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie des exploitations qui ont, qui ont pas de suite, voilà, dans la famille, reconnue pour, dans les années à venir. Et je pense qu'il y a près de la moitié des exploitants qui ont plus de 50 ans. Et dans ce pourcentage, effectivement, je pense qu'il y a 2 tiers qui n'ont pas d'enfants comme ça, qui vont reprendre la suite. Donc, je crois que la transmission, ça va être un des points centraux des années à venir. Yo que canne la montaña símboles viene maida que haré mio cantado todo que jala que pa prenere ya muye tabe arumaja e quana gira retreto que viene ras reemplaza. Le problème, il est là. Quand une exploitation disparaît, qu'est-ce qui se passe, quoi? L'exploitation disparaît, des fois, des fois il y a des reprises, des fois il n'y en a pas. Mais quand il n'y a pas de reprise, est-ce qu'il y a un repreneur qui est prêt là immédiatement? Non. Donc l'exploitation finit par se couper un petit morceau. Bon, les premières terres sont prises, ça, il n'y a pas de souci. Et après, le reste, bon, revient plutôt à la friche. Et nous, on a des endroits qui reviennent à la friche. Au niveau pastoral, ce qu'il faut noter, c'est qu'autrefois, il y avait 14 exploitations sur l'ensemble de la commune. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 4 exploitations. Les paysages se referment, on peut le voir derrière moi sur le village d'As, où on voit une partie de prairie, et en dessous, on voit une partie boisée qui, autrefois, était une partie qui était travaillée, où on y faisait du foin. Ce qu'on voit bien vert, là, c'est les propriétés privées qui sont travaillées, qui sont fanées, et c'est bien entretenu. Et il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas cette chance, où il y a déjà de la déprise. Mais par contre, dès que vous montez un petit peu plus haut, c'est les zones intermédiaires. Et là, on ne sait plus faire, là. Parce qu'en fait, nos brebis, au printemps, quand ça démarre, elles ont besoin d'être bien alimentées pour faire du lait, pour faire le lait qu'elles sont capables de donner. Tandis que nos parents, eux, ils n'avaient pas la possibilité de faire arriver un camion de foin, ni d'acheter. Et il fallait que les bêtes partent. Dès qu'il y avait un peu d'herbe au communal, elles partaient. J'ai déjà un regard sur ces vallées en me disant que c'est un patrimoine exceptionnel. Parce qu'il y a des paysages, et puis c'est une vallée, les alpages, c'est des gazons anglais. Et ça, c'est unique. Et pourquoi c'est unique? Pour la raison suivante, qu'il y a toujours eu des brebis en alpage, et ces brebis, ça date du XIIe siècle et avant, et il y a toujours eu, sur les exploitations, un successeur. Ce qui fait que les villages existent encore. Il y a eu très peu d'exodes, sauf les cadets ou comme ça qui sont partis en Amérique ou ailleurs, mais l'aîné est resté sur l'exploitation. Alors ça, ils ont accompli, sans le savoir, sous les siècles, un travail de protection du patrimoine. Et l'évolution veut que, depuis une trentaine d'années, les successions, c'est de moins en moins entre père et fils ou père et fille. Et on se retrouve avec des exploitations sans succession.
pas d'exemple ni tractable ni rien. Hein. Parce que nous, ici dessus, là, on faisait la fougère à la motofaucheuse, ramasser à la main, charger sur des branches, tirer on appelait ça des trousses, les tirer en bas, des fois ça capotait. Et pour ça, j'ai arrêté aussi. Et je préfère acheter un camion de paille et c'est plus rentable. Hein. Dans le temps, on travaillait à l'exploitation, on travaillait plus à la main. C'était plus dur, mais on le faisait. On avait peut-être plus de bénéfices que maintenant, parce que maintenant, avec le matériel et tout, il y a plus ils veulent, plus ils en font. Maintenant, c'est... Mais avant, on travaillait à la main. Moi, j'ai travaillé quand j'étais gamin. Tous ces terrains que vous voyez là, on travaillait avec des mulets, avec la motofaucheuse et le râteau-faneur. Bon, on a eu des engins de montagne, ça c'est, par l'exemple, on s'est développé un petit peu comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que quand on modernise, on quitte nos racines. On modernise chez nous, mais on garde nos savoir-faire. La traite à la main, nous, on a interdit le robot de traite parce que le savoir-faire de l'agriculteur, c'est tirer les premiers jets, les nettoyer, etc. C'est son savoir-faire. Le savoir-faire du fromager, on a modernisé les ateliers, etc. Mais le savoir-faire du fromager, c'est de mettre la main dans le cahier, de savoir quand il va décailler, etc. Ça, c'est son savoir-faire. Donc, nous, on veut que le savoir-faire des hommes soit respecté. Mais on les aide. Et je pense que si on veut qu'il y ait la succession, il faut s'intéresser aux conditions de travail. On ne peut plus vivre comme au Moyen-Âge, on ne peut plus vivre... tous les gars, ils sont allés à l'école, ils ont des copains qui vivent d'une autre manière. Il ne faut pas qu'ils se sentent dévalorisés par rapport à tous les gens qui font d'autres métiers. On peut améliorer les choses tout en gardant la qualité du produit. Et si on garde la qualité du produit en modernisant, eh ben, les jeunes s'installeront. Voilà. On va dire que ça a toujours été un schéma traditionnel. Par ici dans les vallées, dans la vallée d'Aspe et de Barretou, c'est beaucoup, on fait beaucoup de fromage, d'exploitation fromagère, avec le schéma brebis, on fait du fromage de brebis, de vache et de mixte. En fait, on a voulu maîtriser notre produit de A à Z, c'est parce que, avant on avait un petit saloir et on mettait du fromage à garder, donc on devait toujours payer, c'était un système de dîmes quoi. Sur 12 de fromage, ils en prenaient un, du coup ça nous faisait un fromage à moins à vendre. Et puis quand on le vendait aux grossistes, les grossistes en fait ce qu'ils veulent c'est avoir de la quantité en tirant le prix vers le plus bas pour qu'ils puissent faire une marge. Et donc nous à chaque fois, les coûts de production ça augmente chaque année, c'est toujours comme ça et notre prix de vente n'évolue pas. Donc du coup avec mon père pour essayer d'optimiser une marge quoi, pour qu'on gagne plus, on a décidé de faire un nouveau saloir, qu'on puisse tous affiner nous-mêmes, s'en mettre ailleurs, et donc de vendre aussi notre fromage, donc pour avoir la plus-value pour nous. Après, au final, ça vaut le coup, et après, même mentalement, je trouve que ça fait du bien, parce que déjà, de vendre son produit par rapport aux grossistes, on cherche à faire une qualité, on cherche à faire une qualité, et les gens... ils recherchent ça aussi, donc du coup, ils viennent nous voir disant qu'ils sont contents de notre qualité, de notre produit, donc du coup, au final, on éprouve plus ou moins une fierté. Et ça, rien que ça, au final, ça fait déjà du bien. Son métier, on a beau être
être né ici, etc. Mais le nerf de la guerre, c'est quand même le revenu. Si un produit gagne de l'argent et fait du revenu, on aura des gens qui vont s'installer. Moi, ici, de toute façon, règle d'exploitation, je ne peux pas vivre. Hein. Il faut le mois à côté. J'avais travaillé avant dans la maçonnerie pendant 7 ans. Et après, j'ai eu l'opportunité de rentrer à Toyal. Et je suis rentré à Toyal. Et ça va faire 20 ans que je suis à Toyal. Et il y a mon frère, il y a mon frère aussi sur l'exploitation pour faire... quand je suis pas là le matin, c'est lui qui soigne. Les veaux, ils se vendent mieux à 20 ans en proportion qu'aujourd'hui. Les agneaux, ils se vendent un peu à Noël et à Pâques. Et après, chute libre. Il n'y a que le lait, le fromage aujourd'hui qui marche à peu près bien. Et jusqu'au jour où ils ne voudront plus de fromage au lait cru, ce sera aussi peut-être une catastrophe aussi. Et ça, on ne peut pas le dire. Moi, je le vois comme ça. Et ici, règle l'exploitation seule avec 6 hectares de SAU, c'est pas viable. Hein. Moi, je le vois mal parti de toute façon. Hein. Parce que toutes les exploitations tiennent par un filet. Et que ce soit ici et partout ailleurs. Hein. Bon, il y a des cas. Hein. Mais, alors, tu vois, on ne vend pas nos produits. C'est pas revalorisé au juste prix. Ça, c'est sûr qu'il y en a qui se graissent à l'entrée. Au jour d'aujourd'hui, on ne vit pas de trop de l'exploitation parce que nous avons démarré par des génisses. Ça fait une dizaine d'années et puis petit à petit, on a agrandi le troupeau qu'avec des génisses. On a acheté et on a gardé. Maintenant, on commence à garder de notre troupeau. Et petit à petit, on espère vivre de notre exploitation. La problématique est qu'on est parti, on n'avait rien. On est parti de rien du tout. Et on a dû investir dans des bêtes, dans du matériel, dans un bâtiment. On augmente cheptel, mais on n'a pas assez encore de terre pour être autonome. L'idéal, c'est d'avoir, on doit tourner autour de 50 hectares de terrain. Il faudrait l'idéal, quand il sera là, d'avoir, mettons, le double de terrain, une centaine d'hectares. Et pour avoir 200 bêtes, entre génisses et vaches, pouvoir faire véler 150 vaches, et avoir le roulement de 20 ou 25 génisses par an, et un roulement quoi, pour être vraiment autonome. C'est pas facile, parce que là où nous avons le bâtiment, il y a beaucoup de jeunes autour, donc eux aussi sont dans la même situation que nous, et donc tout le monde s'arrache les terres, et il n'y en a pas beaucoup qui se libèrent. Si aujourd'hui on ne fait rien au niveau de la transmission, ce qu'on constate, c'est que les exploitations elles s'agrandissent de plus en plus. Et moi, je ne suis pas sûr que ça soit l'idéal, c'est d'avoir des grosses exploitations avec des charges de travail de plus en plus importantes. Et du coup, les gens qui voilà, n'ont pas le temps d'inventer un avenir même à leur métier, parce que quand on est sur des exploitations grandes avec des troupeaux très grands, quoi, et bien c'est compliqué d'avoir une vie familiale, d'avoir une vie sociale, et puis de réfléchir ensemble à
à ce qu'on fait. Et voilà, par exemple, autour de la commercialisation, autour de la défense de notre métier, des choses comme ça, quoi. Même la vie familiale est compliquée et la vie sociale encore plus. Du coup, pour moi, c'est aussi une forme de misère. Et quand je vois aujourd'hui des grosses exploitations et avec 300 hectares ou 200 hectares, quand je vois aujourd'hui des grandes exploitations qui se développent même autour de la vallée, qui ont grandi parce qu'il y avait de l'espace et on l'a pris, et aujourd'hui on est en train de perdre la valeur ajoutée. On faisait du fromage dans ces exploitations, aujourd'hui on vend le lait, on le vend à moitié prix que quand on faisait du fromage, parce qu'on n'arrive plus à trouver le temps pour faire le travail. Donc à certains moments, peut-être qu'il vaut mieux une petite exploitation bien gérée et bien valorisée que les grosses exploitations qui maintenant sont obligées de se dégager de la matière première à moitié prix parce qu'ils n'arrivent plus à faire le travail de transformation, le travail de vente. Et qui sont très difficilement transmissibles, c'est sûr. Parce que vu la valeur, on ne peut pas transmettre. Nous, pour en vivre, justement, on préfère redevenir une plus petite exploitation comme avant. Ça ne sert à rien de, je pense, vouloir faire des litrages, devenir très gros pour vendre très bas et qu'au final, les grossistes, enfin, les revendeurs, tout ça, puissent prendre leur marge. Nous, ce qu'on préfère, c'est redevenir, on va dire, plus petit, maîtriser de A à Z notre produit, quoi. Le produire, le transformer, élever, produire, transformer et le vendre maintenant. Déjà, c'est une exploitation qu'on a créée totalement. Et au départ, effectivement, ici, on avait 3 hectares. Je me rappelle quand j'avais dit avec Anne qu'on avait parlé de notre projet, par exemple, au Crédit Agricole, comme ça, qu'on avait demandé de l'argent pour nous aider. Il nous avait dit, vous rigolez, vous dites que vous êtes paysan avec une grange et 2 hectares sur le plateau du Bénou, mais c'est pas crédible, quoi. Et on a montré que c'était possible, que c'était crédible, puisque voilà, on a vécu de ce métier-là pendant des années. On a élevé nos 3 enfants et on leur paye des études, des choses comme ça. Ça fait que c'est possible. Et ça, on ne voulait pas que ça s'arrête après nous, quoi. Pour nous, c'est important que notre exploitation, ça reste une exploitation agricole, voilà, qu'il y ait des gens qui puissent y faire dessus des projets de vie autour de l'élevage et de l'agriculture, quoi. Moi, j'étais vraiment à la base en ville, destiné à rester en ville et à être dans ce confort-là et dans ces choses-là. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Du coup, ouais, c'était en 2009. J'avais 17 ans en fait, du coup. Ça a été un gros combat. Il y a l'usine de mon père qui a fermé. Ils ont décidé de délocaliser en Chine. Du coup, je pouvais pas supporter de me dire qu'un jour, on pourrait me dire, avoir un patron au-dessus de moi qui pourrait me dire, bon voilà, tu rentres chez toi, on n'a plus besoin de toi. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que je serais certainement mieux, plus heureux dans un espace avec des gens que j'allais rencontrer réellement. Parce qu'effectivement, quand on est dans un espace montagnard, logiquement, pour moi, il y a plus de solidarité. On est tous voisins, on se connaît tous, on vit ensemble. Donc, on a besoin les uns des autres. C'est des milieux qui sont parfois un peu durs, donc on a besoin de s'entraider. Tant que je pourrais, la ferme, je la ferai marcher. Quand je serai à la retraite il faut parler comme ça, à la retraite de l'usine, j'aurai droit, de toute façon, il y aura vos frères et j'aurai droit à regarder quelques bêtes et me faire marcher mon exploitation, mes hectares à moi. Et après, l'avenir, on ne sait pas ce qui nous réserve après. On ne sait pas. J'ai un neveu aussi. Qu'est-ce qu'il fera aussi un jour? Peut-être qu'il serait bien content de reprendre l'exploitation.
À l'heure actuelle, le boulot aussi, ça ne court pas les rues non plus. Mais pour la donner à quelqu'un ou la passer à quelqu'un, pas encore, ça c'est sûr. Tant que je pourrais, je ferai marcher mon exploitation. Parce que du moment où on cède à quelqu'un, céder, c'est donner. Sinon, il faut vendre. C'est tout. J'en vois trop par ici de trucs. Tous, ils en savent plus que celui qui est né sur l'exploitation. Ils en foutent plein la vue, et après, il faut le voir après à l'œuvre. Faut le voir sur... on voit le maçon au pied du mur, hein, de toute façon. Et là, c'est pareil. Hein. L'agriculture, c'est... Je sais pas, on verra bien. Bonjour Sandra, ça va? Alors, l'intégration fait partie de l'ouverture d'esprit pour accueillir les hors-cadres familiaux. Et pour avoir cette ouverture d'esprit, il faut voir ailleurs ce qui se passe. Et quand on va voir ailleurs ce qui se passe, ça nous laisse à réfléchir de ce que l'on peut faire derrière. Et cette intégration derrière, elle arrive aussi naturellement, mais parce qu'on peut le voir où justement, c'est que ces personnes-là qui vont venir exploiter des terres qui ont été abandonnées, qui ont été laissées, entre guillemets, pendant une dizaine d'années en friche, mais ça va permettre de refaire vivre un patrimoine que certaines personnes avaient conquis. Chez moi, il y aurait eu un départ et une installation. Et l'installation, bon, si ça n'avait pas été mon fils, ça aurait été sûrement quelqu'un d'autre, qui n'avait rien à voir à la famille. Mais il y aurait eu une installation. Moi, je me vois très mal. Moi, là-dedans, il y a quelqu'un ici qui fait le margoulin. Ça va marcher là-dedans, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, quelqu'un l'aura le jour, hein, ça c'est sûr. Hein. Peut-être que ce sera du village voisin. Hein. Ou un jeune de ces marginaux qui veut s'installer, hein, pareil. On ne sait jamais, mais ça, tant que je serai là, ah ouais, je tiendrai là, ça c'est sûr. Ouais, comme je connais ça en ce moment, effectivement, ça me fait un peu rêver de me dire oui, c'est possible de tomber sur des gens qui sont ouverts d'esprit comme ça, qui ont envie de créer des choses et qui sont des bosseurs en plus. Enfin voilà, hein, ça change rien à la vie. Hein. J'entends déjà les gens qui peuvent dire oui, c'est des hippies. Alors effectivement, c'est des idées qui sont très différentes. Mais c'est pas pour ça que c'est des gens qui bossent pas. Ils passent 12 heures par jour dehors comme les autres. Ils sont à fond comme les autres. Ils ont des idées en tête géniales. Enfin, ça avance, il n'y a pas de souci. Et effectivement, pourquoi pas... Moi, mon but, en fait, c'est vraiment ça. C'est créer un espace comme ça où on peut se faire rencontrer différents corps de métier, où on peut tous avancer ensemble et voilà, pourquoi pas recréer ça, bien sûr, dans les vallées béarnaises. C'est un lieu que je porte dans mon cœur, quoi. Si je peux faire ça un jour par là, ce serait grandiose, bien sûr. C'est ce que je recherche, ouais. Si on n'a pas de suite familiale, aujourd'hui, effectivement, il y a des jeunes qui... Il y a plein de jeunes qui sont arrivés ici à travers la formation berger, vacher. Et il y a plein de jeunes qui sont ici, qui sont salariés l'été, par exemple. Il y a près de 80 jeunes qui sont été en montagne. Il y a beaucoup de filles. C'est des gens qui ont des rêves d'installation. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui sont des gens compétents et passionnés. Et ça serait dommage qu'ils partent. Moi, je crois que c'est un privilège d'avoir tous ces gens-là. Et je crois qu'il faut pas laisser passer cette chance, quoi. Parce que pour moi, c'est une vraie chance, ça. Le milieu rural s'est appauvri et a décliné quand les femmes sont parties.
en ville, employés de maison, etc., après la guerre. Et on assiste à un phénomène ici, les femmes reviennent bergères. Donc il y a de l'espoir. Parce que les femmes portent la vie, et sans femmes, la vie ne se transmet pas. Moi, depuis toute petite, j'ai su que je voulais faire ça, quoi. J'étais tout le temps avec mes oncles, que ce soit des deux côtés, du côté de ma mère ou de mon père. Ils étaient agriculteurs des deux côtés. Mon grand-père était déjà agriculteur, donc après mon père devait reprendre la ferme, mais ça s'est pas fait. Et donc il y avait des vaches et quelques brebis, mais des brebis viande. Mon père a vendu les vaches et moi j'ai tout remplacé. J'ai décidé d'acheter des brebis laitières à Basco-Bernès. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis montée petit à petit. J'ai créé mon troupeau en fait. Et donc là j'ai un troupeau de 120 brebis. Donc j'ai montagné tout l'été avec ces 120 brebis ici, au centre pastoral à Soc. Et j'avais un troupeau de garde aussi, pour tout le mois de juillet. Un troupeau de garde de la Reuse. Voilà. Donc j'ai fait du fromage, j'ai fabriqué tout l'été. Et voilà. Mais la difficulté pour moi, c'est de trouver un point fixe pour l'été, d'y rester, avoir une montagne fixe. Parce que là, je navigue un peu depuis 3 ou 4 ans maintenant, on navigue un peu partout, quoi. Là, cet été, je suis là, l'an prochain, je sais pas trop où je serai, quoi. J'ai été invité par hasard à faire une transhumance d'arête à la Pierre Saint-Martin. J'avais 35 ans, en 36 même, c'est en 2005, j'avais 36 ans. Je connaissais un peu la Pierre Saint-Martin, mais l'hiver, comme en tant que bon bordelais, pour le ski. Donc je ne savais pas qu'il y avait toute cette vie et toute cette production l'été. J'ai arrêté le travail que je faisais avant parce qu'on m'avait demandé je travaillais dans de la défiscalisation et des gens qui payaient trop d'impôts sur le revenu me demandaient de les aider pour payer encore moins d'impôts. Donc ça a été un déclic pour arrêter ce que je faisais avant. Je me suis dit, s'il y en a à aider, il y en a sûrement d'autres que ceux-là. Donc j'ai proposé mes services et il m'a dit, écoute, on va essayer. Voilà, j'ai commencé sans chien, Et le déclic, ça a été le premier déclic. Le deuxième déclic, c'est que j'ai partagé la cabane avec un autre berger qui lui trayait et faisait le fromage. C'est des brebis taries que je gardais. Et c'est ce berger qui m'a transmis sa passion, qui m'a tout donné, quoi. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier,
c'est vivre de mon fromage, voilà. C'est ça qui m'a plu. Vivre de mon fromage, ce que j'ai trouvé magique, c'est partir de l'herbe que mange la brebis et arriver au résultat du fromage qui s'affine dans le saloir. Ça a été un bouleversement parce que ça m'émeut à chaque fois que j'en parle, mais la première fois que j'ai ouvert ce saloir, la porte du saloir à la pierre, les odeurs, tout ce travail que ça représente. Voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de noblesse là-dedans. En 2014, j'ai demandé pour une autre estive en Béarn, estive fromagère, et j'ai eu que des noms. J'ai eu que des noms, même sur des estives qui étaient libres. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de... Enfin, j'ai fait le choix de Berger Santerre parce que j'étais pressé par l'âge par rapport à ma date d'installation. Et à ce moment-là, je n'avais pas trouvé à acheter. Et puis, avec le recul, c'est vrai, mon installation, ça m'a coûté 30 000 € d'investissement en tant que berger sans terre. Si j'avais eu à acheter une exploitation, personne ne m'aurait prêté d'argent. Malgré le peu d'apport que j'avais, personne ne m'aurait prêté d'argent. Ici, on nous a prêté de l'argent, 100% de l'acquisition, plus le matériel. Et on l'a su quand ma femme avait l'âge de prendre la retraite et que lui a dit oui, moi je reprends. Oui, j'étais très heureux, bien sûr. Mais la suite, maintenant, c'est plus moi. Maintenant, c'est lui. Alors, je ne peux pas dire comment je la vois, c'est lui qui doit le voir et c'est pas moi. Disons que c'est plutôt une famille qu'une personne seule qui est exploitante. Comme chez beaucoup d'agriculteurs de Paris. Disons que c'est la main-d'œuvre familiale, elle aide beaucoup et elle permet aux exploitations de tenir, quoi, quelque part. Moi, j'ai repris l'exploitation, c'était très facile, j'ai repris l'exploitation familiale, mais c'est des gens qui s'installent en hors cadre familial, c'est certain que ça doit être plus compliqué. Qui cherchent à s'installer aussi et qui se heurtent à chaque fois aux mêmes obstacles. C'est-à-dire qu'il y a une ferme à reprendre. Si tout est en vente, c'est très rare. Quand tout est en vente, généralement,
c'est celui qui a exploité qui est mort à la tâche. Et ce sont les héritiers qui veulent vendre au plus offrant. Ceux qui n'ont pas valorisé le bien, c'est ceux-là qui veulent le vendre au plus offrant. Donc ça, c'est un obstacle, parce que les ventes, la ferme à Auxonne, je te parlais, c'était 250 000 € pour un gars qui a quitté la ferme et qui est venu à Lourdes pour servir des petits déjeuners dans les hôtels. En Béarn, j'ai rien trouvé, au Pays Basque non plus. Donc soit c'est des prix exorbitants, ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est l'exploitant qui arrête, qui cède son outil de travail, un bâtiment, terre, éventuellement un cheptel matériel, mais qui continue à habiter sur place. Ça aussi, ça se rencontre dans les Hautes-Pyrénées, donc ça aussi c'est un autre obstacle à l'insertion pour les hors-cadres familiales. Voilà, c'est les deux principaux écueils, ça, à la recherche. Ouais, dans les 5 prochaines années, je pense que je réfléchis là de plus en plus à m'installer, à trouver un endroit. Ouais, ça va pas tarder. Je pense qu'il y a un moment, ça va devenir viscéral. J'ai fait un stage à l'IPHB, du coup, qui m'a vachement aidé. Et ça m'a permis de me créer un réseau aussi. Ça, c'est quelque chose d'hyper important, hein. Alors, c'est vrai qu'en Béarn, ça me plairait plus que tout. J'ai de très gros coups de cœur pour la vallée d'Ossau et la vallée d'Aspe. C'est des endroits qui sont très différents, mais que j'apprécie autant l'un que l'autre. Je me suis promis de ne pas me mettre de barrière parce que j'ai rencontré plein de gens qui étaient fixés sur un village, sur un endroit, et qui rament. C'est pas de leur ressort en plus, hein, parce qu'ils y mettent toute la meilleure volonté du monde. Ils ont des compétences, ils sont doués dans ce qu'ils font. Mais quand on se fixe des limites trop précises, j'ai l'impression que ça bloque. Parce qu'on peut tomber sur des gens en face qui n'ont pas envie. Et si on n'arrive pas à se dire « Ah ben tiens, ben là ça peut pas marcher, je vais aller voir ailleurs », ça peut devenir très compliqué. Vraiment, enfin, je veux dire, j'ai eu de la chance, c'est mon père, parce qu'il n'y a pas eu tant de conflits de génération que ça. Parce que des fois, il y a des conflits de génération où le père, enfin, il a le travail, il dit que le jeune, il arrive, il connaît rien, donc il ne laisse pas vraiment faire. Tandis qu'à mon père, j'ai plus ou moins de dialogue. Comme j'avais dit à Maxime, à mon fils, à un moment donné, il n'avait pas trop la passion de l'agricole, si vous voulez. Je lui avais dit, mais moi, si tu veux pas être... Moi, je ne veux pas te forcer à être agriculteur. Voilà, et donc en classe de 3e, il est parti en stage chez un collègue, et là ça a été un déclic. Donc franchement, il m'a laissé le choix, il m'a jamais essayé de m'influencer ni rien. Et après, ben, comme je dis, c'est un stage, tout ça, ça m'a donné un petit déclic. Et après, puis voir mon papy, tout ça, l'amour, enfin, c'est une passion, quoi. C'est l'amour, ça prend de l'intérieur. Moi, je suis contente que mon fils reprenne l'exploitation. Après les années de travail, de labeur, on s'est dit on a passé ça pour rien. Et voilà, et je suis contente et j'espère qu'un jour, lui aussi, il fondera une famille et qu'il lui, à son tour, et bien, que un de ses enfants reprenne l'exploitation.
sur une exploitation familiale où j'ai repris l'exploitation de mon père en 2003 et qui lui avait repris l'exploitation de son père dans les années 80 suite à un licenciement dans une fonderie. Et donc oui, c'est une exploitation qui reste familiale et après derrière, avec l'espoir d'avoir un de mes enfants qui reprenne la suite. Alors les enfants, ouais, il y a 4 enfants, il y a les deux aînés, elles ont 14 ans, donc il y en a une qui est intéressée par les animaux, mais elle partirait plus pour être vétérinaire. Une autre qui est dedans, mais juste, on va dire, pour le folklore ou le fun, on va dire ça comme ça, où c'est la transhumance, c'est la montagne, c'est la tranquillité, qui correspond tout à fait à son caractère. Et après, il y a les 2 garçons qui, un serait intéressé pour la reprise et l'autre qui serait plutôt dans la pluriactivité avec plutôt dans la conduite d'engin. Et donc, ça serait peut-être un compromis entre l'hiver et l'été, ou peut-être que lui, il serait peut-être dameur l'hiver et que l'été, il ferait le foin. Et pendant que l'autre serait à la montagne en train de garder les brebis. Mais avant, je n'étais pas trop intéressé. Enfin, j'aimais quand même les bêtes, mais pas pour en faire mon métier. C'est à partir de 3e, pour choisir l'orientation, où j'ai vraiment eu le déclic de vouloir m'installer sur la ferme familiale. C'est sûr qu'on a tout fait pour eux. Enfin, pour nos enfants, on a fait tout. On a démarré de rien avec mon mari. Et voilà quoi, parce qu'on ne voulait pas qu'ils galèrent autant que nous. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand vos enfants vous disent qu'ils veulent prendre la suite quand même. Que ce soit la fille ou le fils, ça fait plaisir. Je le suis au marché, je m'occupe principalement des cartes, des attestations, des prises de sang. Ah ben c'est une joie, c'est que je sais pas comment vous dire, et on fait ça pour sachant qu'ils arrivent derrière, on est boosté pour continuer. Sinon, on se serait limité à la moitié des bêtes et on aurait laissé courir petit à petit. On n'aurait pas fait le bâtiment qu'on a fait, on n'aurait pas. Et, sachant qu'ils suivent, bon, ça nous donne de l'élan, quoi. En Franche-Comté, on a presque, pour un départ, une installation. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Si les gens s'installent, il faut qu'ils puissent vivre, et vivre honnêtement, et puissent moderniser aussi leur outil de travail. Voilà. Donc, on est toujours obligé d'investir. Voilà. Dans l'avenir, à un moment donné, une AOP, de toute façon, c'est une zone, on ne pourra pas en fabriquer plus. Donc, à un moment donné, il faudra qu'on trouve de la valeur ajoutée en plus, parce qu'on aura moins de volume. Donc, il faut que tout le monde se serre les coudes pour avoir de la valeur ajoutée. Si on a de la valeur ajoutée, on peut installer. Et pour un départ, on a une installation aujourd'hui et on espère que ça continuera. Je ne me sens pas apte à
apporter un jugement sur les gens qui font ce métier, quelle que soit la manière dont ils le font. Mais j'ai exposé mon cas à une réunion de l'IPHB. Je ne peux pas dire que, en ayant subi tous les échecs que j'ai subis sur les demandes d'estive, je ne peux pas dire que les instances locales défendent à mort les valeurs du pastoralisme. Voilà. Peut-être que je ne suis pas un électeur de la Vallée d'As, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas trouvé une place en montagne, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire, c'est de créer une dynamique. Si on arrive à créer une dynamique, s'il y a des jeunes qui s'installent, mais qui s'installent des fils d'agriculteurs, des filles d'agriculteurs, des hors cadre familial, c'est la dynamique d'installation de se dire, voilà, on va dans ce coin, et ce coin, avec le produit qu'il y a, avec la valeur ajoutée qu'on peut en tirer, on peut en vivre. On peut réinventer aussi une façon un peu collective de travailler à travers les échanges entre voisins, les achats de matériel en commun, des choses comme ça. Je pense que l'IPHB, l'Institut patrimonial du Haut-Béarn, a un rôle important pour essayer de définir plusieurs pistes de solutions pour que le berger qui n'a pas de succession puisse se transmettre d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est à définir, je dirais, la transmission du patrimoine. Alors, je pense qu'il faut s'intéresser au devenir économique décent de ceux qui céderont les exploitations, pour voir comment on peut faire pour faire un montage qui fasse que celui qui cède ne soit pas dans la misère. Voilà. C'est important qu'il y ait des lieux où les gens ils puissent se rencontrer vraiment et parler de leur projet, quoi, pour faire en sorte que les jeunes qui arrivent, eh bien, ils peuvent développer leurs rêves sur l'exploitation, et en même temps, le cédant, il se retrouve dans un rôle aussi d'accompagnement. Et ce qui est important aussi, c'est, je crois, que les gens ils se réalisent dans leur projet, quoi. Que ce soit le cédant, et puis que les jeunes aussi ils puissent réaliser vraiment leur projet de vie et de façon sereine. Enfin, voilà, il faut que tout le monde y trouve son bonheur, parce que c'est une histoire de bonheur aussi. Parce que c'est un métier où c'est important de... Enfin, pour moi, c'est un métier qui doit procurer du bonheur, quoi. Et bon, si c'est pas toujours que ça, il faut que ça soit beaucoup ça, quoi. Disons qu'il faut absolument qu'il y ait des jeunes qui arrivent à s'installer, et qu'on arrive à s'entraider tous ensemble, et que... Voilà, parce qu'on sait que c'est pas simple d'être agriculteur, enfin ici ou ailleurs, d'être éleveur, c'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins de la main-d'œuvre familiale, mais chez tout le monde, il risque de se tarir. Les parents ne seront pas toujours là, ou pas toujours autant en forme. Les enfants, peut-être qu'ils reviendront pas travailler comme nous on l'a fait sur les exploitations. Donc à ce moment-là, on se retrouvera avec des exploitations avec juste une ou deux personnes, et ça sera difficile à gérer chez tout le monde. Tout le monde aura la même problématique. Il va falloir essayer de trouver des solutions. Je pense qu'il y a les outils aujourd'hui pour que même les petites exploitations on pourrait penser qu'elles sont trop petites ou comme ça, soient pérennisables et viables, quoi, parce qu'il y a un travail qui a été fait, bon, déjà sur les aménagements des estives avec les mises aux normes, les choses comme ça, qui font que voilà, c'est possible de faire du fromage en estive, et qu'il y a des territoires collectifs importants ici. Et ensuite, aussi, il y a un travail qui a été fait sur la valorisation des produits tel que le fromage de brebis, ou tous les fromages. D'ailleurs, le fromage d'estive, aujourd'hui, est vraiment reconnu, même si il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais voilà,
tout ça, ça rend possible l'avenir des exploitations petites et moyennes, quoi, ici dans nos vallées. C'est une passion, quoi. C'est l'amour, ça prend de l'intérieur. Je sais pas comment dire, mais on est heureux ici, on est bien. Comme je vois tous les matins, mais quand je cherchais la vache l'été, à 6 h le matin, on se lève, il y a le soleil sur la peau, voir le bétail, même le contact avec les animaux, c'est quelque chose qui prend de l'intérieur. On aime vivre ici. Alors il faut être optimiste parce que je suis très optimiste là-dessus, puisque aujourd'hui je fais en sorte pour que l'exploitation soit rentable pour en installer 1, 2 et pourquoi pas 3 si jamais il faut en installer 3, quoi. J'ai envie d'être optimiste, oui, je le suis. J'ai de l'espoir. Je pense qu'on est à un tournant là et il va falloir qu'on prenne la bonne voie parce qu'on n'a pas le choix. Mais là, je me sens confiante pour l'avenir. J'ai envie de travailler pour moi et d'avoir de la reconnaissance. De che montagneto che conoscem tos dus, che semblo io planeto, becau puja catsus, nei pastro frecantado, non ja pas nat cami, che de muro sauvage, so che volem assi. L'uomo pai che l'aimavo, che l'ami giutabe, e quan cara petavo, m'abiu gran plaser. Giù che canti la montagna, simbole miele maida, che arenio cantaro tutto tutto che gialla, che pa prendere a mulieta bella rumagia, e quan agi la retreto che viene a reemplazar. Che s'usa che lo peno, mi manco pasare, un guardina zaulieto, domati dinco se, lo banegge labrano, tabelu menude, o miei della gensano, prescen lucer pule. Giù che canti la montagna, simbole viene maida, che arenio cantado tutto tutto che gialla, che pa prendere a mulieta bella rumagia, e quan agi la retreto che viene a reemplazar.